Alors s'il y avait un nom par hasard qu'il ne fallait surtout pas donner à son enfant, c'est bien celui de Geoffrey. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de l'épisode 6 de House of the Dragon, préquel de Game of Thrones. La vidéo sera 100% spoiler et sans connaissance des livres. Alors, un épisode plutôt intéressant, assez long quand même. On peut dire que c'était une sorte de nouvel épisode pilote, un peu comme l'épisode 1. Là, on reprend 10 ans après, comme ils le disent, ils insistent bien d'ailleurs, ils le disent au moins 3 fois dans l'épisode que c'est 10 ans après. Et on retrouve nos personnages du coup qui ont changé, qui ont évolué. Forcément, du coup, on a les nouvelles actrices. J'avais un petit peu peur au début, et puis finalement, je trouve que ça passe super bien. Franchement, nickel, j'ai direct d'entrée de jeu, pouf, j'étais convaincu. Surtout avec cette scène d'intro, forcément, en épisode pilote, il faut toujours un accouchement. Voire deux, là il y en avait deux. Et c'est vrai que 10 ans, on voit que les caractères ont vraiment changé, drastiquement même pour certains, et ça fait bizarre parce qu'on n'était pas encore habitué à ce genre de caractère. On commence donc directement par l'accouchement de Rhaenyra, et le fait que la reine désire voir tout de suite le bébé 15 secondes après l'accouchement, pour voir si il ressemble à son père ou pas. Juste là, dès que ça commence, tu vois qu'il y a un truc qui va pas, et tu sens que la reine, elle a déjà changé de caractère et qu'elle est beaucoup plus forte qu'avant. Et effectivement, on voit qu'elle a repris du poil de la bête, je pense que c'est même directement à la fin de l'épisode 5, du coup, on la voyait remettre ses vêtements verts de la couleur de sa maison. Tu voyais que là, elle n'allait plus être passive, mais bien active. Donc les deux amis ne sont plus amis depuis ces 10 petites années. C'est la guéguerre entre elle et leur gosse finalement. Il y en a combien? Par contre, ouais, j'étais un petit peu perdu. Il y a trop d'enfants, c'est le bordel. Alors je crois de mémoire qu'il y en a 4 chez Alicent et 3 chez Rhaenyra. Elle a 3 garçons et Alicent elle a 3 garçons et une fille. On les a pas tous vus, mais ils en parlent. Donc ça fait quand même 7 gamins. Sans compter ceux de Daemon, on y reviendra, mais ça fait du people d'un coup là, on est wow. C'était les soldes sur les enfants. Bref, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit dans Fausse Dragon, c'est là qu'on voit aussi les enfants pour la première fois, et le fait d'être dans ce bâtiment qu'on n'a jamais connu finalement, avec les dragons qui sont encore assez jeunes. J'ai adoré ce passage, même s'il se passe pas non plus grand chose, mais c'est vrai que j'aime bien voir ce passage avec les dresseurs de dragons, j'ai envie de dire, je sais pas comment on les appelle normalement, qui parlent une langue, c'est le haut-valérien ou c'est peut-être une autre langue, je sais même pas. Et ouais, c'est vrai que c'est cool de voir ce bâtiment qu'on a un peu rêvé ou imaginé quand on était dans Game of Thrones. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. On voit qu'Alicent, elle essaye même pas forcément de protéger ses enfants, mais directement de les mettre en concurrence envers ceux de Rhaenyra pour lui dire non, c'est toi qui dois survivre, c'est toi qui dois être le roi et tout, alors que la scène justement où elle est avec Aegon II qui fait je ne sais quoi par la fenêtre, j'ai halluciné quand j'ai vu cette séquence. On va comprendre par la suite que forcément les enfants de Rhaenyra ne sont pas ceux de Laenor Velaryon. Surprise, nous on sait qu'il est gay mais les autres ne le savent pas forcément. Mais c'est vrai que quand tu as un couple qui a des cheveux blonds ou blancs et que l'un des deux personnages est de couleur noire, quand tu vois que le gamin qui naît, il est blanc avec les cheveux noirs, tu es en droit de te poser des questions. Surtout quand le troisième gosse est brun et blanc. À un moment donné, c'est sûr qu'ils vont se douter de quelque chose. En parlant de Velaryon, je vais faire une petite transition sur Laena Velaryon et Daemon Targaryen, qu'on retrouve directement sur leur dragon. Alors, j'ai été un petit peu déçu d'ailleurs par cette scène, parce que les effets spéciaux sont corrects, mais c'est l'animation, je trouve, à un moment donné, ça fait un truc bizarre. C'était un peu moyen, et la musique, j'ai trouvé qu'elle était absente. J'ai même dû monter le son, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien, je comprenais pas, j'ai purée, il n'y a rien, on n'entend plus rien. Et la musique était vraiment, déjà de une, elle était pas forte, et de deux, elle était pas ouf. Et pour le coup, je sais pas, quand tu as un bal un peu de dragon comme ça mérite vraiment une musique un peu qui envoie un peu plus, pour qu'on se dise, ah voilà, ils sont de retour, c'est majestueux, c'est joli, voilà, qu'on s'y croit un petit peu, quoi. Là, j'ai trouvé que c'était fait un petit peu... pas à l'arrache non plus, mais voilà, tu vois qu'il y a un petit bug avec le dragon qui passe, et puis la musique qui accompagne, c'est sans plus, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Franchement, c'était un petit peu déçu par rapport à ça. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit aussi le dragon Vhagar, et c'est vrai, quand je l'ai vu dans l'épisode, je me suis dit, mais vache, il est énorme le truc, c'est quoi comme dragon? Comment il s'appelle? C'est qui déjà? Et c'est que après, du coup, où elle alors parle, et qui a dit que c'est bien le dragon Vhagar. Et c'est celui dont on parlait aussi dans l'épisode 2, je crois, quand elle est en date avec Viserys,
pour essayer de se marier avec lui. Et du coup voilà, donc c'est bien l'un des 3 grands dragons qui a participé à la conquête d'Aegon. Donc c'est stylé je trouve de voir un de ces 3 dragons. Et c'est vrai qu'effectivement il est balèze, il est un peu, on voit qu'il est vieux quand même, hein. Il a pris un coup, je l'ai pas vu jeune, mais tu vois qu'il est vraiment assez bizarre, c'est une autre sorte de dragon, on va dire. Quand tu regardes Caraxès à côté, c'est vraiment pas la même chose, mais voilà, donc à voir par la suite ce qu'ils vont en faire, parce qu'après on aura cette fameuse scène où justement Laena lui demande de la brûler parce qu'elle n'arrive pas à coucher et puis qu'elle ne veut pas se faire éventrer. La scène aurait pu être vraiment sympa si on avait vu une symbiose un peu avant entre le dragon et la monteuse de dragon. Parce que là, on voit que le dragon, il hésite, mais on sait pas, on n'a pas vu des moments entre tous les deux où ils étaient vraiment ensemble, où ils ont partagé des choses, où justement, il n'aurait pas envie de la tuer parce qu'il l'aime bien. Donc l'idée en soi était bien, mais il manquait un petit truc pour qu'on soit un peu triste. Parce qu'on voit que le dragon, il hésite, qu'il n'a pas envie, mais qu'il le fait à regret, et t'as envie de savoir pourquoi il regrette, pourquoi il n'a pas envie, et pourquoi il a l'air de tenir cette personne, quoi. Donc voilà, bon, ça aurait pu être un petit peu mieux, mais bon, c'est pas grave non plus, quoi. De son côté, on voit Daemon qui, lui, a complètement oublié ou laissé de côté l'histoire du trône. On voit que maintenant, limite, il préfère vraiment rester seul dans la campagne, peinard, loin de toutes ces stratagèmes et les théories du complot, etc. Mais mine de rien, la mort de sa femme Laena va sûrement lui faire tilt, parce qu'il a quand même 2 filles aussi, donc il faut s'en occuper. Pour le coup, je l'ai trouvé vraiment absent par contre. Il a pratiquement aucune ligne de dialogue, il est assez fade dans l'ensemble. C'est vrai que pour le coup, je l'ai trouvé vachement en retrait. Ce qui est bien dans cet épisode, c'est que ça ne s'arrête jamais, il se passe énormément de choses, je trouve. Et beaucoup de personnages ont évolué et tu commences un peu à en détester certains. Un des personnages qui a vraiment bien changé, et c'est dommage, mais tant pis, maintenant on a envie de le détester parce qu'il passe vraiment pour un enfoiré, c'est le Christian Cole du coup, qui en 10 ans n'a pas évolué en fait, j'ai l'impression. On dirait qu'il est toujours dégoûté de s'être pris un râteau en fait. Enfin c'est même plus ça, c'est il lui en veut, mais il lui en veut même trop comparé à ce qui s'est passé, c'est ça qui est bizarre. Limite il l'insulte devant la reine quoi. Même elle est choquée sur le coup quoi. Et puis la fin de l'épisode, ça part complètement en steak, hein, un petit peu comme d'habitude, où on a la main du roi et son fils aîné qui se font tuer par Larry Strong du coup, le fils cadet. Indirectement, hein, il fait ça grâce au prisonnier qu'il a libéré et en même temps couper la langue pour être sûr qu'il ne parle pas. C'est un peu aussi ce que j'aime dans Game of Thrones, c'est que toutes les scènes un peu salaces, il te les montre. Genre quand il te coupe la langue là, c'est vraiment les moindres détails, tu le vois quoi, t'y crois tellement, c'est fou. Du coup maintenant qu'il n'y a plus de main, qui va prendre la relève? Attention, parce qu'on a quand même le personnage de Otto Hightower qui a l'air de retour, et ça va faire très mal je pense, parce que s'il redevient la main du roi avec Alicent au pouvoir, ça va être la merde, tout simplement. Par contre, le Larry Strong, lui, ça a l'air d'être un sacré enfoiré quand même. C'est un petit peu le Littlefinger 2.0, mais c'est bien, on commence à voir un petit peu des méchants qu'on va aimer voir faire des choses un peu salaces aussi, faut pas se mentir. Et parce que mine de rien, lui maintenant, il va hériter de toutes les terres, vu que son père et son frère aîné sont décédés, on sait pas trop ce qui va se passer. Il a l'air quand même d'avoir la main mise sur la reine, hein, parce que vu comment elle réagit à la fin, elle est un peu choquée et un peu presque triste. C'est pas ce qu'elle voulait, mais indirectement elle a ce qu'elle voulait, donc tu sais pas trop sur quel pied elle danse. On termine donc cet épisode sur Rhaenyra qui quitte Port-Royal pour aller à Père Dragon du coup, avec Lénore et son ami gay, hein, comme ça moi il sera pas tout seul, il sera content. Et du coup je pense que ça va avoir des conséquences, j'allais dire dramatiques, mais pas forcément, mais ça va avoir de sacrées conséquences, parce qu'en fait c'est comme si qu'elle abandonnait le trône, donc que va penser Alicent, que va penser Viserys? J'ai hâte de voir, d'ailleurs le pauvre Viserys il ressemble plus à rien, le pauvre, il a pris 10 ans à la figure, mais t'as l'impression qu'il en a pris 40 d'un coup quoi. Là il est au bout. Je sais pas combien d'épisodes il va tenir encore, mais il est vraiment pas loin de la retraite, hein, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, les pièces avancent au fur et à mesure, ça commence un peu à s'installer, voilà, c'est sympa, j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est vrai qu'en soi, l'épisode est quand même assez lent. Bon après, moi je l'ai regardé hier soir, j'étais un peu fatigué, donc je l'ai trouvé un peu long. Après, c'est vrai qu'il est de base un peu plus long que les autres, je crois, il doit durer 1h10. Ça avance quand même pas mal, on a beaucoup de personnages qui se rajoutent, faut se réhabituer aux nouvelles têtes. Donc voilà, ça chamboule un peu tout, mais ça reste quand même cohérent. Voilà, écoutez, je pense pas avoir autre chose à dire sur cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 7
The House of the Dragon, et on apprécie l'accent anglais que je manie à la perfection. Ciao!